À côté de ces symptômes qui appartiennent aux interactions sociales, on va trouver des symptômes qui appartiennent aux troubles de la communication. Ce peut être un retard ou une absence totale de développement du langage, sans que cette absence de langage ne soit compensée par l'enfant par des tentatives de communication non verbales, des gestes, des dessins, des objets. C'est sans doute ce qui fait la différence très claire entre un enfant qui présentera une dysphasie et un enfant avec un trouble envahissant du développement, un autisme. Il se débrouille pas mal. Il développe une certaine autonomie. Combien de fois j'ai pu entendre cet exemple l'enfant veut un gâteau et comme il en mange sans arrêt, la maman a perché le paquet de gâteaux dans un placard en haut dans la cuisine. Et cet enfant est capable de tirer une table devant le placard, mettre une chaise sur la table, grimper sur la chaise pour attraper le gâteau tout seul. C'est une certaine marque d'autonomie. Mais cette marque d'autonomie se fait avec un détriment énorme qui est je ne demande pas. Je ne communique pas. Je ne cherche pas à obtenir de la part de maman le gâteau que je convoite. Incapacité à engager et à maintenir des conversations comportant un échange réciproque avec d'autres personnes, quel que soit le niveau de langage atteint. Et là, on voit bien combien ça répond aux situations de syndrome d'Asperger, qui sont des enfants autistes qui ont parlé tôt, qui ont donc un développement du langage qui peut paraître tout à fait normal, voire parfois excellent, mais qui sont dans une incapacité d'utilisation sociale subtile de la communication verbale. On peut évidemment avoir un échange avec eux sur leur centre d'intérêt, mais au-delà, c'est pas ça une conversation. Une conversation, c'est un truc qui change de sujet au fil de l'échange. Et ce changement de sujet au fil de l'échange, c'est bien difficile. Les témoignages d'adultes Asperger. Et, oui, on a remarqué que vous, les neurotypiques, nous sommes neurotypiques, vous, les neurotypiques, vous parlez de tout et de rien, de choses importantes et de choses sans importantes dans la même phrase. Vous parlez du temps. Quel intérêt de parler du temps? On voit bien quel temps il fait. Et il découvre avec l'expérience que c'est très important socialement que de pouvoir engager une conversation en commençant par le temps. Ils peuvent faire un usage stéréotypé, répétitif du langage, une utilisation idiosyncratique de mots ou de phrases. Alors, on va comprendre pourquoi un peu plus loin, mais oui, ils répètent. Ils ont une tendance à faire une écolalie, à répéter les mots et les phrases qu'on vient de prononcer. Ils ont aussi une utilisation stéréotypée dans le sens où ils vont chercher des phrases ou des mots dans un contexte, une publicité, un film, un livre, et ils le reprennent dans un bon contexte, mais à l'identique, copier-coller, on dirait aujourd'hui. Et puis l'idiosyncrasie, par définition, c'est la construction personnelle. Alors, c'est pas spécifique de l'autisme, l'idiosyncrasie. Tous les mots d'enfant sont volontiers idiosyncratiques. Un enfant à qui on présente une photo d'une forêt, il n'a pas le mot forêt, c'est une pluie d'arbres. Il se débrouille pour décrire ce qu'il voit avec le langage et la représentation mentale qu'il a du langage qui lui permettent de décrire ce qu'il voit. L'absence de jeu de faire semblant, varié, spontané. L'absence de jeu d'imitation sociale. Les enfants habituellement font semblant de faire la vaisselle, faire la cuisine, bricoler, conduire une voiture. Ces enfants n'imitent que très peu les activités sociales quotidiennes. Jeu de faire semblant, dinette par excellence, ou poupée. Ou voiture avec des trajets, on va chercher quelqu'un et on va poser, etc. Non, ils ont beaucoup de mal à construire des jeux dans lesquels interviennent des personnages et interviennent des rôles. Pour autant, ils sont très sensibles à l'imitation. On a la chance d'avoir en France une chercheure qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui est Jacqueline Nadel, et elle montre des films tout à fait émouvants où alors c'est des conditions expérimentales, mais elle limite
une jeune fille de 11 ans, autiste, de bas niveau, pris dans des stéréotypies motrices incessantes, et donc elle limite dans ces stéréotypies motrices. Et au bout d'une demi-heure, elle s'assied sur un divan avec un visage impassible, c'était les conditions expérimentales, et on voit cet enfant qui, à ce moment-là, s'approche d'elle, lui pose la tête sur l'épaule, la regarde, essaye de la ramener dans la relation. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment d'échange ? Jacqueline a, à ce moment-là, assuré à cet enfant qu'on était bien sur la même intentionnalité. Mais après tout, c'est bien les prémices de l'intentionnalité qui existent chez tous les enfants au développement traditionnel aussi. Jusqu'à 4 ans, vous mettez 2 enfants dans une pièce avec tous les objets en double, ils ne cessent de s'imiter l'un l'autre. L'intentionnalité va se construire d'abord sur la base de l'imitation. Au-delà de 5 ans, ça devient plus compliqué, l'imitation n'est plus utilisée. Et si moi je m'amusais à vous imiter, ça vous agacerait.